Profitant de la visite d'État du président Patrice Talon et matérialisant l'excellence de la qualité des relations sino-béninoises, les gouvernements chinois et béninois ont signé au Palais du Peuple à Pékin 13 accords de coopération dans plusieurs domaines tels que l'économie, la santé, le numérique, la douane, la formation et la communication au grand bonheur de la population béninoise. Lors de sa visite en Chine, le président Talon a également dévoilé une décision audacieuse et significative, la suppression du visa pour les ressortissants chinois qui souhaitent investir ou visiter le Bénin. Cette initiative, annoncée lors du Salon international chinois du commerce et des services, vise à renforcer les liens entre les deux nations, à favoriser une collaboration plus étroite dans divers domaines et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement économique et culturel du Bénin. Des citoyens apprécient. La signature de ces différents accords est la preuve des résultats probants de l'offensive diplomatique engagée par le Bénin depuis quelque temps sous le leadership du président Talon et d'autre part de la restauration de la crédibilité du Bénin aux yeux de ses partenaires stratégiques tels que la Chine. Le gaz à usage domestique devient un luxe pour les ménages.
Il est depuis quelques jours devenu rare et difficile à trouver dans les points de vente. Ambiance pas habituelle ici dans cette station-service à Cotonou. Une foule immense à l'allure d'une séance de meeting dans la matinée de ce mercredi 6 septembre 2023 à ce point de vente. En rang serré, ces hommes et femmes attendent plutôt leur tour pour s'approvisionner en gaz à usage domestique. Ce qui se passe là, c'est pas bon. Avec gaz là, c'est pas bon. Ils n'ont qu'à faire tout possible pour que les gens soient satisfaits partout. Sinon, on vient dans les environs. Et les gens qui sont dans les stations maintenant, ce qu'ils font, ils réservent pour leurs copains, pour leurs gens, copines. Et puis, nous, on vient ici, là, on ne voit rien. On me dit que c'est fini, alors que je vois dans les grillages de dépôt, le camion est garé là, il est rempli de gaz, qu'on n'a pas déchargé. Et les gens aussi, ils en ont aussi en stock, et ils refusent de servir les gens. Mais les gens viennent après moi en voiture, et ils prennent 2, 3, 4 bouteilles. Alors que moi je cherche une bouteille depuis, je n'ai pas trouvé. J'ai fait la queue, il y a des numéros, mais pourtant rien n'a marché. Ils m'ont envoyé vers Saint-Michel où je suis actuellement. Et c'est la même situation, il n'y a pas de queue. Et on ne sait pas où commence le rang, où ça se termine. Et ils ont du stock, mais servir les gens, c'est du désordre total. Comment on peut rang là? Rang, c'est trop. Deuxième rang, troisième rang, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. On ne peut pas continuer avec ça. C'est la pénurie, il paraît. Mais s'il y a pénurie, je me demande parce qu'il y a du gaz. Il y a du gaz chargé dans les camions et il y en a aussi en stock dans les dépôts. Ce n'est pas normal, c'est désolant ce qui se passe. Et pourtant, il s'est imposé comme un produit vital dans le quotidien des populations qui ont désormais adopté le gaz au détriment du charbon et du bois pour la cuisson. Bon, moi, je voudrais bien supplier les autorités de bien vouloir mettre de l'ordre dans ça. Il y a du gaz. Mais la politique de vendre, c'est ça le problème. Donc c'est de mettre un peu d'ordre dans ce qui se passe, c'est-à-dire d'abord ravitailler davantage du gaz et en plus aider les dépôts à servir les gens, honnêtement. C'est grave, moi je suis là depuis des heures, les gens viennent après moi et on les sert sans moi. D'abord ils sont garés quelque part en voiture et on va les servir avec des bouteilles pleines. Et ils sont là dans la voiture stationnés, ils ne sortent même pas, mais on va les servir. On prend la bouteille, on va les servir dans la voiture et on se retourne avec l'argent. Alors que le pauvre citoyen, il est là, debout, dans la queue, sous la pluie, sous le soleil, et on ne le sait pas. À la grande désolation donc de ces usagers, une pénurie du produit se constate dans les grandes villes du Bénin, notamment à Cotonou. Et le constat général qu'on a pu faire, c'est que à certains endroits, nous n'avons pas vu le gaz disponible pour pénurie. De l'autre côté, nous avons constaté à 4 endroits où les vendeurs ont majoré les prix. Le rechargement de la bouteille de 6 kg est vendu à certains endroits à 5 000 francs et à d'autres endroits à 5 500. Au lieu de 4 770 francs, les bouteilles de 12,5 kg pour recharger, certaines ont vendu à 10 500 et d'autres à 10 000. Au lieu de 9 937,7 francs. C'est le prix officiel fixé par le gouvernement. Nous avons attiré l'attention de ceux qui ne pratiquent pas le prix officiel et ceux qui ont été épinglés. On a adressé des convocations auxquelles ces intéressés vont répondre à la direction départementale du commerce pour la suite de la procédure. Vous savez que nous sommes à une période très critique, la période des inondations à Soava. Et quand on parle d'inondations au Bénin, dans le monde, nous, à Soava, nous avons une particularité, c'est-à-dire l'eau envahit tout le village. Et les activités sont très difficiles. C'est une période de soudure. Le conseil communal a décidé d'associer les chefs services déconcentrés, surtout les 2 commissariats que nous avons, qu'ils puissent nous parler un peu des mesures sécuritaires en cette période d'inondation.
Nous avons associé le CRP afin qu'il nous puisse nous parler aussi, puisque nous sommes à la veille de la rentrée. Quelles sont les dispositions que nous allons prendre, la mairie va prendre, le CRP et les anciens vont prendre pour que nous puissions avoir une rentrée apaisée. Nous avons associé également la chef-service du centre de promotion sociale parce qu'actuellement, quand il y a inondation, les gens ne vont plus à la pêche, il n'y a pas d'activité. Et enfin, nous avons demandé au médecin-chef de venir également nous parler des mesures préventives par rapport aux éventuelles maladies hydriques ou au paludisme. Déboutée par la cour d'appel d'Abuja mercredi, l'opposition nigériane, qui conteste toujours la victoire de Bola Tinubu à la présidentielle de février, ne décolère pas. Le parti travailliste de Peter Obi et le PDP d'Atiku Abubakar refusent de baisser les bras. Ils ont décidé de saisir la Cour suprême afin de rétablir ce qu'ils considèrent comme la vérité des urnes. Nos clients ne sont pas satisfaits du jugement qui vient d'être rendu. Et nous avons reçu l'instruction ferme de notre client de le contester en appel. La Cour nous a promis que nous recevrions une copie du jugement d'ici demain afin de nous permettre de passer à l'action. Il y a certaines choses, certains principes de droit que nous devons explorer et nous croyons fermement que lorsque nous arriverons à la Cour suprême, celle-ci aura l'occasion d'examiner un certain nombre de choses qui ont été dites ici aujourd'hui. Nous avons donc reçu l'instruction de notre client d'aller dès que possible devant la Cour suprême. En attendant, Bola Tinubu s'est félicité de la décision de la Cour d'appel d'Abuja et a appelé ses adversaires à œuvrer en faveur de l'unité. Dans le nord du Mali, au moins 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats, ont été tués jeudi dans 2 attaques terroristes. Un deuil national de 3 jours a été décrété à partir de vendredi, a annoncé le gouvernement. Dans un communiqué des autorités militaires lu à la télévision d'État, il est indiqué que les 2 assauts ont visé le bateau Tombouctou sur le fleuve Niger et la position de l'armée à Bamba dans la région de Gao. La note précise entre autres que le gouvernement malien a tué une 50aine d'assaillants en répondant aux attaques revendiquées par le JNIM, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Un rapport publié le mois dernier par les Nations Unies signale qu'en moins d'1 an, les groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont presque doublé le territoire qu'ils contrôlent au Mali. Le Mali a rendu un dernier hommage mercredi à l'ancienne gloire du football africain Salif Keïta, décédé le 2 septembre à l'âge de 76 ans. Sur la place du cinquantenaire à Bamako, des centaines de personnes, dont des anciens coéquipiers, des amis et ses enfants, sont venus dire adieu au premier ballon d'or africain. Maman, voilà le général. Accueille-le et fortifie-le comme tu l'as toujours fait. Quant à nous, nous sommes bien entourés. Et ce petit frère à qui tu as dit un jour, si jamais il m'arrive quelque chose, prends soin de mes petites princesses de Narena. Tu as dit ça à tonton Moussa Konaté. Il est là aussi. Surnommé Domingo par ses proches, Salif Keïta fut l'un des plus grands attaquants de sa génération. Mais pour l'ancien joueur guinéen Chérif Souleymane, il était surtout un homme du peuple. Toute la Guinée aujourd'hui est en deuil. Parce que Salif ne se limitait pas seulement à la dimension malienne, mais à la dimension africaine. C'est l'exemple de tous les jeunes Africains qui veulent découvrir le football de haut niveau. Prodige sur le terrain et homme d'affaires, Salif Keïta a aussi beaucoup investi dans le football malien, dont il a dirigé la fédération dans les années 2000. Le Mali a fait 22 ans ça à la Incan. Il a bien réfléchi de créer le centre de formation qui s'appelle CSK, qui a produit le Djila, le Ténéma, le Sek Tidjane. Depuis ce jour jusqu'à cette année, nous on va à toutes les cannes. Ça veut dire que Salif a fait quelque chose pour le Mali.
À l'issue d'une cérémonie religieuse, l'ancien international malien décédé des suites de complications respiratoires a été inhumé au cimetière de Hamdalaye à Bamako. Le général Brice Oligui Nguema, président de la transition au Gabon, a reçu l'économiste Raymond Donsima, fraîchement nommé à la tête du gouvernement au palais présidentiel de Libreville jeudi. Réputé comme étant un farouche opposant du président déchu Ali Bongo Ondimba, Donsima avait déjà occupé le poste de Premier ministre de 2012 à 2014 avant de rejoindre les rangs de l'opposition en 2015. Le présent décret, pris en application de la charte de la transition, porte nomination du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Article 2. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Monsieur Raymond Donsima. Raymond Donsima, 68 ans, a donc la lourde tâche de redresser le pays, dirigé pendant plus de 50 ans par le clan Bongo. Le nouveau Premier ministre devrait soumettre sa proposition de gouvernement au général Oligui dans les prochains jours. Quelques jours après le coup d'État, la vie au Gabon et en particulier dans la capitale Libreville semble avoir retrouvé son calme. Alors que le général Oligui Nguema s'attelle à former un gouvernement de transition, les Gabonais espèrent que ce changement à la tête du pays va être bénéfique. Après 55 ans de règne de la famille Bongo, accusée notamment de détournement de fonds, la situation économique du Gabon est au centre des préoccupations des habitants. Le parti en place au pouvoir, le PDG, a passé son temps à piller le pays. Les cadres dirigeants ont pillé leur temps à piller le pays. Le gouvernement a passé leur temps à piller le pays, vous voyez. Donc il était question que les militaires puissent s'imposer, prendre le pouvoir. Et on salue ce coup d'État qu'il y a eu. Hein, tout le peuple gabonais salue le coup d'État qu'il y a eu. Et maintenant espère le général Oligui et son nouveau gouvernement de pouvoir donc relancer le pays, relancer l'appareil économique du pays. Le coup d'État a été mené par des militaires qui ont rapidement suscité le ralliement de l'opposition et de la population gabonaise. Après que Brice Oligui Nguema a promis de libérer les prisonniers d'opinion, plusieurs personnes, comme des militants des droits humains, ont été remis en liberté mardi. Ça se passe tranquillement, la vie a repris son train et tout se passe bien. Par rapport à avant, les gens sont heureux, les gens ne sont plus nerveux, les gens se sentent libres. Bon, moi personnellement, j'aimerais bien que le nouveau gouvernement puisse prendre soin d'abord de nos pères et nos mères et nous donner aussi de l'emploi, des métiers. Nous voulons travailler, on ne veut plus errer dans les villes comme ça, là. On veut travailler. Le Gabon compte parmi les pays les plus riches du continent africain grâce principalement à son pétrole. Dans ce véhicule calciné se trouvaient 2 personnes qui ont été brûlées après une attaque attribuée à des séparatistes camerounais. Une 3e personne qui tentait de fuir a été tuée par balle. Dans cette petite ville de Mouéa, située au sud-ouest du Cameroun, les habitants, dont certains ont assisté à la scène, sont sous le choc. Selon des ONG dont Amnesty International, à l'ouest du Cameroun, les civils seraient régulièrement victimes de violences commises par les forces de l'ordre et les séparatistes armés, qui sont en conflit dans cette région majoritairement anglophone. Une situation qui dure depuis fin 2016. À cette période, le gouvernement de Paul Biya avait commencé à réprimer violemment des manifestations pacifiques d'anglophones s'estimant marginalisés. Par la suite, de nombreux groupes armés séparatistes avaient proclamé en 2017 l'indépendance d'une région qu'ils appellent l'Ambazonie. Depuis, l'armée camerounaise est présente dans la région. Eswatini a célébré mercredi en grande pompe au stade Mbabane le 55e anniversaire de son indépendance et de son monarque le roi Mswati III. Une double célébration à laquelle ont pris part l'ancien président du Botswana, le Sud-Africain Jacob Zuma et le roi du Lesotho. En pareille occasion, nous ne pouvons pas ignorer les luttes de pouvoir qui se déroulent en Afrique, en particulier dans la partie nord.
où il y a des luttes intestines. Cela va à l'encontre de l'esprit de paix de l'Afrique, car cela fait dérailler l'élaboration de programmes tels que le libre-échange africain. La paix doit être une priorité. La présidente taïwanaise en visite dans le royaume a assisté aux festivités, louant dans son adresse la bonne santé des relations entre son pays et les Swatini. Nous sommes fiers d'être un partenaire important de l'Eswatini pendant plus de 5 décennies. Ce partenariat a été l'exemple même du progrès et du développement. L'Eswatini a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne le 6 septembre 1968. Cependant, le royaume garde des liens étroits avec l'ancien pays colonisateur. En 2022, le pays a participé aux Jeux du Commonwealth. Après 5 mois de conflit, rares sont les hôpitaux qui peuvent encore fonctionner normalement à Khartoum et dans les zones touchées par les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires. Une situation qui alerte l'OMS, qui avait affirmé en juin dernier que les attaques contre les établissements de santé empêchaient les patients de se rendre dans les hôpitaux. Mercredi, lors d'une conférence de presse, le chef de l'organisation a fait part de ses préoccupations. Au Soudan, la situation humanitaire continue de se détériorer. Environ 65% de la population n'a pas accès aux services de santé et plus de 70% des établissements de santé situés dans les zones de conflit ne fonctionnent pas. Les conséquences sont terribles. Chaque jour, 9 patients sous dialyse rénale meurent et les centres de dialyse rénale de 4 États ont fermé par manque de matériel. En plus de soutenir 11 hôpitaux, l'OMS a mis en place 12 dispensaires mobiles pour fournir des soins de santé essentiels et vitaux aux personnes qui n'y ont pas accès. En moins de 6 mois, la guerre a fait au moins 5 000 morts et 3,6 millions de déplacés. Plusieurs tentatives de médiation pour mettre fin au conflit, principalement par l'Arabie saoudite et les États-Unis, ont échoué.